bienvenue en fait à cette nouvelle édition du Vers vous va bien, donc un rendez-vous un rendez-vous mensuel de la CCI. Aujourd'hui, le rendez-vous Le Vers vous va bien est dédié à la responsabilité sociétale. C'est le deuxième épisode de notre série. Et donc, on va aborder les points clés qui permettent de réussir une démarche en entreprise après avoir expliqué le concept dans l'épisode 1. Si jamais vous n'avez pas pu participer à cette édition, sachez que le replay est en ligne sur la chaîne YouTube de la CCI. Et donc, cet épisode vous expliquait ce qu'est la RSE, en quoi cette démarche holistique est intéressante pour les entreprises. Et aujourd'hui, nous allons voir comment la mettre en œuvre et la réussir. Donc, pour ce faire, nous sommes en présence du cabinet Capvergence avec Mesdames Charles et Madame Larive qui vont se présenter juste après quelques mots d'introduction. Donc, tout d'abord, avant de commencer, on va poser les règles. Donc, bien penser à couper vos micros et caméras. Pour les interactions, les questions, donc on vous invitera à poser des questions au fil de l'intervention, mais n'hésitez pas à le faire pendant en fait les interventions dans le chat et on tâchera d'y répondre tout au fil de l'eau. Et puis, dernier point, son webinaire est enregistré. Le replay sera disponible également sur nos réseaux sociaux, donc YouTube et Facebook. Donc, quelques mots sur l'action de la CCI Martinique. Donc, je suis Isabelle Lise, en charge du pôle environnement, développement durable, transition énergétique. La CCI Martinique, c'est donc la Chambre de commerce et d'industrie. C'est une grande expertise, une grande expérience dans tout ce qui est information, accompagnement des entreprises et des porteurs de projets. Nous sommes implantés dans toute la Martinique sur 5 sites, donc du nord au sud en passant par le centre. Et en particulier, en fait, nous avons des spécialités, donc la création, la reprise d'entreprise, le développement, le financement, tout ce qui va être import-export, mais également donc développement durable, on en parle dans quelques minutes, et puis donc jusqu'à la fin de vie d'une entreprise, qu'il s'agisse en fait de transmission ou de reprise. Sur le pôle développement durable, nous sommes deux conseillères plutôt, Sarah Jean-Baptiste Simone et moi-même. Donc, Sarah Jean-Baptiste Simone qui accompagne les entreprises sur toutes les problématiques liées aux déchets et à l'économie circulaire. Et moi qui suis plutôt positionnée sur l'énergie, l'eau, la responsabilité sociétale en l'occurrence comme aujourd'hui, ou sur d'autres thématiques qui peuvent toucher au développement durable. Donc, on vous accompagne en fait de plusieurs façons, comme aujourd'hui en collectif ou en individuel à la demande. Et en fonction en fait de votre besoin, on intervient entre guillemets en phase 1 pour en fait poser avec vous vos plans d'action et vos ambitions. Et ensuite, vous orienter vers des experts comme des cabinets conseils comme le cabinet Capvergence ou vers des financeurs comme l'ADEME. On s'adapte vraiment aux besoins de l'entreprise. Donc, voilà, je vous ai parlé du Vers vous va bien. Donc, merci d'être présent avec nous. C'est tous les 3e jeudis du mois. Et je vous annonce d'ores et déjà que le prochain sera lié au financement de sa transition énergétique. Donc, sans plus m'attarder, je remercie déjà le cabinet Capvergence en la présence de Madame Charles et Larive pour leur expertise qu'elles vont nous partager aujourd'hui. Et je leur cède la parole. Merci beaucoup, mesdames. Bonjour à tous, merci Madame Lise, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, enchantée, Maud Chin, directrice du cabinet Capvergence. Donc, j'en profite pour essayer de partager déjà mon écran avec vous. Donc, je pense que ça va se faire rapidement. Donc, je vais représenter un petit peu le cabinet pour ceux qui n'ont pas pu assister au premier atelier. Donc, le cabinet Capvergence, c'est un cabinet à taille humaine qui est spécialisé en audit des risques en entreprise et également dans l'accompagnement de la démarche RSE. Donc, aujourd'hui, on intervient au nombre de 7 sur différents secteurs d'activité et aussi différents champs d'expertise. On parle du RH, on parle de l'hygiène aussi, sécurité, environnement, HSE. On va parler aussi de la partie communication, on va parler aussi de tout ce qui concerne la partie gouvernance juridique et un peu la partie financière. Donc, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la présentation du coup de la mise en œuvre de la démarche RSE. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pu assister au premier atelier, on avait présenté un peu ce qu'était la démarche RSE, surtout ce qu'elle n'était pas, notamment le fait qu'elle permet d'englober 3 piliers qui sont la partie
économique, la partie sociale, la partie environnementale, parce que souvent, on a tendance à assimiler la responsabilité sociétale à que la question environnementale, ce qui est inexact, puisque sans ces autres piliers, on ne met pas en place une démarche RSE, je vais dire, comme il le faudrait. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de comment on fait, les référentiels qui existent, sachant que le cabinet Cap-Vergence est aussi en partenariat, hein, donc je vais présenter un peu plus loin avec le cabinet Lucie, qui est un cabinet de référence dans la mise en place de la démarche RSE, avec la mise en place de référentiels, mais aussi de labels. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, j'espère que tout le monde voit mon écran. Alors, la mise en place, donc la mise en œuvre, pardon, de la démarche RSE. Alors, je vais essayer de passer en plein écran. Ça sera plus simple pour moi. Tac, 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 tac. Ça passe. OK. Alors, donc, on va un peu parler du contexte de la démarche RSE, d'accord? Donc, effectivement, la démarche RSE repose sur l'ISO 26000. On n'en avait pas parlé encore parce que c'était quelque chose d'un peu plus pratique. Mais en tout cas, il faut savoir qu'on a une norme ISO qui existe et qui permet d'adosser la démarche. On ne sort pas des informations un peu de nulle part. Et c'est une norme de référence, une norme internationale qui a été publiée en 2010, et c'est la norme de référence de la démarche RSE. Donc aujourd'hui, les référentiels qui existent sont tous adossés, l'idée c'est de rester quand même en phase avec ce qui existe déjà, sont adossés à l'ISO 26000. Donc l'objectif de ce qu'on appelle quand même la responsabilité sociétale. Alors, ce n'est pas un terme barbare, ce n'est pas un terme d'être responsable et de ne pas être responsable, c'est surtout l'idée de pouvoir joindre ce que je vous disais tout à l'heure, les trois piliers qui sont le volet économique, le volet social, le volet environnemental. Et c'est là qu'on parle effectivement de responsabilité sociétale. Donc, pour une organisation, on parle de pouvoir contribuer volontairement. On n'est pas sur une démarche forcément réglementaire, puisqu'on n'a pas aujourd'hui une loi qui impose de mettre en place une démarche RSE. En revanche, la démarche RSE a un cadre volontaire qui permet effectivement à l'entreprise d'intégrer les objectifs du développement durable afin de garantir un certain écosystème permettant de s'intégrer sur les trois volets je viens d'énoncer, donc économique, social, environnemental, pour effectivement assurer une certaine gouvernance, on va dire bonne, sans entrer dans des détails de bon ou mauvais. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'objectif de mettre en place une démarche qui permet de satisfaire en interne ses parties prenantes comme en externe également. Donc, l'ISO 26000 sur laquelle il est adossé du coup la démarche RSE reprend donc les principes du développement durable à travers notamment les objectifs, 17 objectifs du développement durable à la mesure des entreprises et des organisations. Donc, quand on parle d'entreprises et organisations, on ne parle pas des groupes ou de grandes sociétés, on parle de toute entreprise, de tout secteur d'activité, de toute taille, de passant de la TPE à la PME, d'une collectivité à une association, à une entreprise dans le BTP, une entreprise dans le secteur de la santé. Tout le monde est concerné par cette démarche puisqu'on parle d'une certaine forme d'équité sociale, d'une certaine performance économique et qui concerne aujourd'hui un petit peu toutes les organisations qui existent. Donc, on parle aussi de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE, parce que elle s'applique aux entreprises, ou encore de responsabilité sociétale des organisations, donc RSO, puisqu'effectivement, on n'a pas forcément les mêmes questions ou les mêmes enjeux en fonction qu'on soit une entreprise privée ou une organisation publique. Donc, je vous ai mis une petite présentation, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, il faut savoir que dans les principes de l'ISO 26000, on a 7 questions centrales qui reviennent systématiquement. Donc, par exemple, là, alors attends, je vais en tirer parce que je ne vois pas du tout sur le côté ce que ça me donne. Donc, de la politique sociale. Donc, on va retrouver comme chapitre de l'ISO 26000, on aura ce qu'on appelle le principe d'action, donc abréviation PA, et qui s'appelle la qualité de vie au travail et qui fait partie de la politique sociale dans le chapitre de l'ISO 26000. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle un type d'investissement responsable. Donc, ce sont les actions qu'on va mener, l'investissement qu'on va réaliser pour répondre au thème, par exemple, de la qualité de vie au travail. On va, par exemple, prendre l'exemple de l'ergonomie du poste au travail. Donc, voilà, comme vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, grosso modo, sur la norme ISO.
Donc, si on continue par rapport à la démarche en elle-même, sa mise en œuvre, on a de la synthétiser en 6 étapes clés qui vous permettront effectivement de travailler du début jusqu'à la fin sans que cette démarche, j'ai envie de dire, deviendrait contraignante ou ne trouverait pas l'utilité pour laquelle vous avez décidé de la mettre en œuvre. Donc, on a déjà la question de déterminer, de lister les enjeux en phase avec son activité. Ça, c'est très important parce que l'ISO 26000 parle à un certain nombre d'activités, un certain nombre d'entreprises et qui ne vont pas concerner une entreprise à une autre, ça c'est sûr. On a un certain nombre de principes et l'idée, ce n'est pas de mettre en place une démarche qui serait trop généraliste ou qui ne répondrait pas aux enjeux qui concernent votre activité. Donc, voilà pourquoi il est primordial, lorsqu'on commence une démarche, effectivement, de commencer à déterminer ces enjeux. Donc, on verra tout à l'heure un petit peu comment on peut travailler sur cette partie. Ensuite, on a la question d'identifier ces parties prenantes. Ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est ceux avec qui vous travaillez, que ce soit en interne ou en externe, donc avec qui. Donc, ça va être sur la chaîne en amont, vos salariés, vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos associés. Sur la chaîne en aval, ça sera vos clients, vos prospects ou encore les collectivités. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mapping un peu de ceux avec qui vous allez interagir et ceux qui ont un impact sur vous ou votre activité aura un impact. Troisième point, ce qui est important également, c'est de pouvoir consulter ces parties prenantes. Quand on a identifié, on sait avec qui on va travailler, l'idée, c'est aussi de pouvoir les consulter, puisque c'est aussi ça le principe de la démarche en responsabilité sociétale, c'est une forme de concertation. Donc, vous allez chercher à savoir ce qu'on attend de vous à travers, j'ai mis questionnaire sondage, mais ça peut être un outil que vous avez déjà en interne, que vous allez développer pour savoir un peu ce qu'attendent vos clients, ce que vous faites peut-être déjà, ou encore vos fournisseurs, ou encore des prospects que vous sollicitez. Donc, à travers cette consultation, on va pouvoir déterminer ce qui sera prioritaire. On verra par la suite tout à l'heure les fondamentaux. Prioritaire dans votre structure, mais aussi pour vos parties prenantes. Déterminer les problématiques peut-être sous-jacentes que vous n'aviez pas vues ou vous aviez minimisées, pensant qu'elles étaient moins importantes, alors que peut-être pour vos parties prenantes, elles retiennent une certaine importance. Les gains aussi que vous pourriez réaliser. Donc, lorsqu'on a effectivement fait ce travail de consultation, on peut ensuite travailler ce qu'on appelle la matrice ou analyse de matérialité. Alors, ce n'est pas un terme barbare, c'est le terme qui existe et qui permet en fait de lister et de cartographier ces enjeux que vous aurez déterminés en allant du prioritaire, essentiel, à celui qui sera important ou encore peu important ou encore peu concerné. Puisqu'on verra effectivement que tous les enjeux qui sont peut-être listés dans la démarche ne vont pas vous intéresser à la même échelle. L'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche qui est sur mesure, qui va répondre, je vais dire, dans le délai souhaité aux objectifs que vous voulez atteindre à court, moyen terme, voire long terme. Ensuite, on a aussi la partie validation, ce qu'on appelle la mise en route. Alors, on a voulu indiquer effectivement qu'on pouvait désigner un collaborateur, un manager, un comité de suivi, ça dépend de l'organisation de votre structure. Autant il est important que la direction soit, j'ai envie de dire, embarquée elle-même déjà, c'est-à-dire soit convaincue de la valeur ajoutée d'une telle démarche pour son organisation, mais elle ne la fera pas seule. Et afin de quand même j'ai envie de dire, de la rendre concrète et cohérente, l'idée, ce n'est pas d'être jugé partie, c'est de pouvoir effectivement désigner une ou deux ou plusieurs personnes qui vont pouvoir travailler à un petit peu embarquer les autres collaborateurs, aussi fournisseurs, ceux avec qui vous travaillez, pour leur expliquer déjà effectivement l'importance d'une telle démarche pour l'organisation, mais aussi pouvoir faire les échanges sur ce qui deviendra un enjeu majoritaire ou pas, ou sur certains, j'ai envie de dire, problématiques pour vous que vous auriez minimisées. Et c'est surtout pour permettre à tout un chacun de s'embarquer dans la démarche et de ne pas être exclu. Donc, si vous décidez que ce soit un collaborateur, un manager, il pourra faire effectivement
ce travail entre la direction, les autres salariés, seul ou à deux ou à trois, ça dépend du nombre de salariés que vous avez. Ou si vous êtes tout seul, ben, j'ai envie de dire, la démarche sera encore peut-être plus facilitée, puisque vous n'aurez pas certainement le même nombre d'enjeux qu'une organisation qui a des salariés. Donc, l'idée aussi, c'est de pouvoir peut-être, avec ceux que vous travaillez déjà, qui ont déjà une certaine sensibilité sur certains sujets avec qui vous avez déjà discuté, pouvoir peut-être les sensibiliser à savoir est-ce qu'ils seraient intéressés pour peut-être piloter ce type de démarche, d'être un référent au sein de votre organisation. Donc, voilà, l'idée, c'est un peu de tâter le terrain, de savoir qui pourrait effectivement un petit peu adosser cette démarche et pouvoir travailler autant avec la direction que les autres parties prenantes internes, salariés, collaborateurs de votre structure. Donc, et puis, alors, la dernière étape, mais qui est certainement l'une des plus importantes, c'est vraiment le suivi dans le temps. Pourquoi? Parce que la démarche, si elle n'est pas suivie, sera une démarche parmi tant d'autres qui n'aura pas eu cet effet parce que pas mise en place correctement, pas forcément suivie dans le temps. Donc, on ne sait pas ce qui a été vu, ce qui a été en termes de gains, ce qu'on a gagné, ce qu'on a peut-être perdu, ce qu'on a modifié, ce qu'on a amélioré. Et du coup, voilà, on aura une forme certainement de démotivation et finalement, se dire, bon, ça n'a pas servi grand-chose, on a surtout perdu du temps. Donc, le suivi dans le temps, on verra un peu comment on peut y travailler, est primordial dans ce type de démarche, sinon, ça serait une démarche comme une autre pour laquelle vous n'aurez pas gagné grand-chose. Donc, les fondamentaux pour mettre en œuvre la démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse quand on veut vraiment mettre en œuvre une démarche RSE. Premièrement, c'est le fait d'identifier les domaines d'action qui sont portés en danger pour votre structure. Ça, c'est un préalable. Donc, à partir d'impacts directs ou indirects de votre activité ou de vos prises de décision sur la chaîne de valeur, le cycle de vie de vos produits ou des services, de ce que vous proposez de votre activité quotidienne. Ça, c'est important de savoir effectivement, en faisant ça, vers quel enjeu on tend, en ne faisant pas ça, vers quel enjeu on tend ou on ne tend pas, et aussi de façon indirecte. Le deuxième point, c'est aussi d'identifier les domaines porteurs d'enjeux pour vos parties prenantes, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, à partir de l'identification de vos parties prenantes, en fonction de votre mapping, donc vous saurez avec qui qui vous échangez, à qui vous avez des interactions et un impact, et aussi à partir du dialogue, comme on disait tout à l'heure, que vous aurez avec elle. Ces deux fondamentaux sont importants parce que ce qui vaut pour vous, si ça ne vaut pas pour la partie prenante, il faudra trouver un compromis pour que les actions que vous allez mettre en place n'aient pas d'impact négatif pour la partie prenante, sinon on ne rentre pas dans le principe d'une démarche en responsabilité sociétale. Donc, c'est un petit peu du 50-50. Donc, il faudra pouvoir effectivement des deux côtés voir ce qui convient à votre structure, mais ce qui convient aussi aux parties prenantes sans que l'une et l'autre n'aient d'impact négatif par rapport à l'activité ou à la prise de décision qui en suivra. Donc, on a parlé de déterminer, de lister ces enjeux. Donc, la première étape, effectivement, de la démarche, c'est de comprendre ces enjeux et d'identifier surtout ceux qui sont pertinents pour votre organisation. Donc, ça dépendra effectivement de votre secteur d'activité, de votre taille, là où vous vous situez, nord, sud, centre, et des préoccupations de vos clients, des salariés et des autres parties prenantes que vous pouvez avoir, comme les collectivités ou encore des institutions ou des associations avec qui vous êtes en partenariat. Donc, dans la mesure où il faut quand même prendre en compte que votre activité évolue, vos enjeux vont aussi évoluer. Donc, la liste d'enjeux que vous aurez déterminée à 2-3 ans va peut-être pas être modifiée totalement à 3-4 ans. Par contre, il faudra pouvoir la réactualiser pour savoir si vous êtes dans les clous et si on est toujours en phase avec le projet d'entreprise. Donc, il est effectivement aussi important de déterminer, puisqu'on a déterminé ces enjeux RSE, il y a des actions qui en découlent. Donc, il faut quand même aussi faire attention aux actions qui vont être engagées pour répondre à l'enjeu qui sera déterminé et considéré comme pertinent, pour qu'il n'ait pas un effet non plus négatif sur un autre enjeu que vous aurez déterminé. Si, par exemple, vous avez déterminé un tel enjeu sur le social et que finalement, sur la question économique ou environnementale, il y aura un impact négatif, là, il faudra peut-être le retravailler pour éviter ce type d'impact. Donc, on a posé quelques questions qu'on peut se poser
pour déterminer les enjeux. Donc, je vais en prendre quelques exemples. Est-ce que, par exemple, est-ce que l'activité de votre entreprise ou de votre organisation a un impact positif ou négatif sur tel enjeu que vous aurez déterminé? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour contribuer à améliorer la situation sur tel enjeu? Est-ce que l'action de votre organisation trouve-t-elle une résonance auprès des salariés, des clients, des partenaires économiques? Est-ce que ça parle aux gens avec qui vous travaillez? D'accord? Est-ce que tel enjeu pourrait être susceptible de donner du sens, de fédérer autour du projet d'entreprise? D'accord? Donc, c'est quelques questions qu'on peut se poser pour savoir effectivement si c'est bien un enjeu qui est pertinent pour votre activité. On aura un certain nombre d'enjeux. L'idée, c'est de travailler sur ceux qui seront déjà pertinents pour votre organisation, qui ont un impact assez important et direct à court, moyen terme et voire long terme. Donc, si on continue, on a aussi les questions qu'on se pose sur la partie identification des parties prenantes qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est juste une présentation des tableaux, avec lesquels on peut travailler pour déterminer, pour pouvoir identifier ces parties prenantes, pour savoir exactement avec qui on va pouvoir travailler sur sa démarche et son projet d'entreprise. Donc, on peut avoir forcément donc, les employés, les associés, des partenaires d'affaires, des acteurs du territoire, des partenaires publics, services de l'État, des organismes support métiers qui vont peut-être pouvoir effectivement intervenir ponctuellement pour vous aider sur tel et tel enjeu, sur tel sujet, les associations et autres. Donc, forcément, la liste n'est pas exhaustive, elle dépendra de votre activité et avec qui vous travaillez. Donc, les questions à se poser, ça serait envers qui l'organisation a-t-elle des obligations légales? Donc, déjà, on a peut-être les salariés, on a ce qu'on appelle des prestataires obligatoires, on a l'État à travers les impôts, par exemple. On peut aussi se poser la question qui peut être touché ou intéressé positivement ou négativement par les décisions qu'on prendra dans ce projet d'entreprise et par ses activités. On peut se poser aussi la question de qui serait désavantagé s'il était exclu du dialogue dans le cadre de cette démarche. Donc, l'idée, c'est vraiment de recenser un maximum de parties prenantes. L'idée, ce n'est pas d'être sur une liste exhaustive, quoique ça peut arriver, tant mieux, mais surtout en gardant que la liste va être modifiée au fur et à mesure de l'évolution de votre projet d'entreprise et que c'est une liste qui n'est pas loin d'être, peut-être pas en fait, qui ne sera pas exacte, mais qui sera amenée à évoluer en même temps que votre activité. Donc, on n'est pas figé sur ce type d'exercice. Si on continue, on a aussi la question de la hiérarchisation des parties prenantes. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas le même lien, le même rapport d'importance stratégique dans nos relations d'affaires. Ça s'appelle aussi la sphère un peu d'influence, c'est-à-dire qu'on aura des flèches qui vont montrer qu'il y a une incidence entre l'entité, donc votre structure et le partenaire et vice-versa, puisqu'il a aussi un impact sur votre activité. Et en fonction, on aura des flèches d'une certaine plus ou moins grosseur ou pas, parce que tel partenaire sera plus important qu'un autre, hein, mais dans la relation, aura un impact plus important par rapport à vous. Ça peut être, par exemple, votre partenaire bancaire, par rapport à des financements que vous avez faits. On aura peut-être effectivement une flèche plus importante vers vous que vous vers lui, quoique ça dépend de la relation que vous avez. Et ça vous permettra aussi de savoir avec quel partenaire aujourd'hui vous n'avez peut-être pas développé une relation plus importante, plus forte, et qui vous serait utile dans le projet d'entreprise. Donc, ça vous permet aussi de redéfinir les relations que vous avez aujourd'hui et puis d'autres aussi de voir est-ce qu'elles sont encore pertinentes aujourd'hui pour le projet d'entreprise pour lequel aujourd'hui vous travaillez. Donc, voilà, c'est vraiment de déduire le niveau d'importance de la relation. On n'est pas sur une relation plus importante qu'une autre, c'est vraiment en termes d'impact. Qui aujourd'hui a un impact important sur mon activité, avec qui je travaille? Est-ce que la relation aujourd'hui est forte, faible, moyenne? Et qu'est-ce que je peux faire aussi pour l'améliorer? Donc, là, on a fini un petit peu la partie étape concernant la mise en place de la démarche en responsabilité sociétale. On avait aussi indiqué que pour mettre en œuvre cette démarche, on a quand même besoin d'un minimum d'outils et on va voir également les référentiels sectoriels avec lesquels on peut travailler, en tout cas notamment chez Capvergence. Il y en a certains, mais en tout cas, ceux qui sont développés aujourd'hui chez Capvergence avec Lucie, notre partenaire, sont ceux qui sont développés aussi en entreprise.
Donc, pour qu'on ait une petite idée, aujourd'hui, on est quand même sur, je crois, 6 référentiels qui ont été mis en œuvre depuis quelques années pour permettre effectivement de simplifier et de fluidifier la mise en place de la démarche. L'idée, c'est pas que ça devienne une démarche contraignante et ajoutant un travail supplémentaire, mais c'est surtout de permettre de fluidifier et que on ait des retours dans des délais, j'ai envie de dire, raisonnables et que ça ne devienne pas une charge supplémentaires. Donc, on a effectivement développé donc, des déclinaisons des référentiels sectoriels. Donc, on a le référentiel aujourd'hui de la collectivité pour les collectivités, référentiel TPE, référentiel ESN, donc pour les activités plutôt du service numérique. On a le référentiel banque, le référentiel organisation de formation qui intègre aujourd'hui tout ce qui concerne le référentiel Calliope également, et puis le référentiel santé, et ainsi que le référentiel logement social. Donc, le référentiel collectivité, alors je vais essayer de faire une projection rapide, si je peux, pour qu'on voit un petit peu à quoi ça peut correspondre avec les questions liées aux activités des collectivités. Alors, je regarde si je peux le partager ici. Voilà, ici. Alors, attendez, je vais arrêter un petit peu le partage rapidement, le temps de passer à l'autre présentation. Voilà. Alors, ici, référentiel collectivité. Ah oui. Collectivité, voilà. Donc, le référentiel collectivité a été établi en 2019. Et effectivement, aujourd'hui, ça permet, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux d'une entreprise privée à une collectivité publique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement permettre de mettre en place une démarche qui soit en phase avec l'activité. Et du coup, le référentiel LUCI collectivité permet qu'à ça soit à des, j'ai envie de dire, mairies, PCI, de mettre en place, j'espère que ça, je ne sais pas si ça, si c'est en train de s'afficher, j'ai un petit souci, non, c'est bon. De pouvoir mettre en place, pour l'instant, voilà, on ça n'a pas encore mouline. le visuel, oui. D'accord. Donc, de mettre en place la démarche en phase avec aussi l'enjeu, parce qu'on n'a peut-être pas des enjeux économiques, on a quand même une question de gestion budgétaire, mais sur le volet social, puisque les collectivités quand même sont employeurs, et aussi sur la question environnementale, où on ne peut pas faire sans. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une démarche qui permettra aux collectivités de pouvoir mettre en œuvre leur démarche en responsabilité sociale des organisations avec l'intégration des 3 piliers du développement durable et de pouvoir aussi valoriser cet engagement auprès des agents en interne, auprès pas des riverains, le terme m'échappe, de ceux qui habitent la commune, je ne sais pas, le terme m'a échappé. Les administrés. Voilà, des administrés, merci. Et donc, du coup, de pouvoir effectivement travailler sur ce lien de proximité aujourd'hui qui est quand même primordial sur nos collectivités et de pouvoir aller, je dirais, un petit peu au fait de ce qu'attendent aussi les administrés et les agents en interne. Alors, c'est quand même bizarre que ça ne passe pas. Bon, je pense que je vais continuer. Je le montrerai après s'il faut. Voilà, attendez, je crois que c'est en train d'arriver. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux collectivités de travailler sur les objectifs du développement durable, puisqu'elles sont aussi concernées par cette question, et de pouvoir travailler autant sur leurs enjeux, mais aussi avec les entreprises qui sont sur leur territoire. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble un peu le référentiel collectivité. Donc, on a toujours les 7 engagements, hein, ça ne change En pas. fait, ça ne s'affiche pas, a priori, hein, Madame Chan. Je C'est ne sais pas vrai? si les participants le voient. Alors, attendez. Vous êtes en train de partager, ça fait que ça partage. Bon, mais c'est pas grave, je vais arrêter, je vais reprendre
ma première présentation. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va essayer tout à l'heure. Peut-être essayer de fermer, de rouvrir. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va pas perdre plus de temps. Je vais reprendre sur... on va reprendre sur autre chose. Alors, partager. On va revenir sur la présentation. Voilà. Donc, le référentiel collectivité. Ensuite, on a le référentiel TPE. Donc, c'est un référentiel aujourd'hui qui a été quand même simplifié, puisqu'on n'a pas forcément le même nombre d'enjeux sur des activités, enfin des entreprises un peu plus petites, que ce soit le fait qu'elles ont très peu de salariés. Et c'est un référentiel qui est dédié aux entreprises de moins de 10 personnes. Donc, aujourd'hui, le référentiel comporte que 14 principes, alors qu'à la base, on en a 25. Bien, tout à l'heure, je vais vous présenter, et qui permet effectivement à une entreprise qui souhaite s'engager dans ce type de démarche de pouvoir être en phase avec ces enjeux, mais aussi de pouvoir effectivement prendre en compte les objectifs du développement durable dans son organisation. Donc, si on continue, on a aussi le référentiel donc, ESN, donc, qui concerne, elles, les entreprises du service numérique, donc ESN, et qui permettent effectivement de travailler sur des questions, que ce soit de la marque employeur, que ce soit de l'attractivité de l'activité, que ce soit sur la partie également impact environnemental de l'activité, parce qu'il y a quand même cette question de l'impact environnemental des activités numériques. Et l'idée, c'est de leur permettre d'être en phase avec aussi les enjeux du développement durable. Concernant le référentiel banque, le référentiel banque est un référentiel qui a été développé aussi parce que les banques ont leur enjeu en termes de proximité, en termes d'offres de services et de produits auprès de leur clientèle, pardon, et leur permettre aussi d'être en phase avec les enjeux du territoire, parce qu'on est sur des types de développement. Sur la question du référentiel des organisations, des organismes de formation. Là, alors, il y a la question du référentiel Calliope, mais ça, ce sont deux choses distinctes. C'est-à-dire que le référentiel concernant les formations va adosser autant la question de la qualité que autant l'intégration des enjeux du développement durable. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, on n'a pas choisi entre l'un et l'autre. Il y en a un où, effectivement, on sera sur la partie purement activité à travers le référentiel Calliope, et l'autre, on va parler aussi de l'intégration des enjeux du développement durable. Donc, on a aussi l'intégration des questions qui sont liées à la qualité dans ce référentiel. Sur le référentiel concernant la partie santé, donc là, on intervient surtout sur les acteurs des activités socio-médicales, de l'assistance à domicile. Et ça leur permet aussi de travailler sur les enjeux de la santé aujourd'hui qui sont quand même pertinents, notamment sur nos territoires, et de permettre effectivement de valoriser autant auprès des patients ou des salariés ce travail de qualité et de prise en charge de la patientèle. Et puis enfin, sur la partie logement social, alors ça a été quand même un travail assez conséquent, puisque l'idée, c'était de permettre de travailler sur les enjeux aussi de cette activité concernant l'accès au logement, un logement de qualité, un logement abordable, en phase aussi avec les enjeux environnementaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer et de former, j'ai envie de dire, un seul bloc autant sur des enjeux purement de l'activité, mais tout en intégrant encore les questions du développement durable à travers les 3 piliers. Donc, si on continue, je vais faire ce que je ne vois pas. Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, on voit votre écran alors, attendez, voilà, c'est bon. PowerPoint, voilà, en fait. Voilà, OK. bon. Oui, c'est en plein écran maintenant. Voilà. OK. Alors là, on a vu effectivement les référentiels un petit peu qui existent. Alors, moi, je vais parler surtout des référentiels sur lesquels on peut travailler, nous,
Je sais qu'il y a d'autres référentiels qui existent, mais sur lesquels je ne peux pas me prononcer, simplement parce que ce sont des référentiels aujourd'hui qui ont été appliqués sur des entreprises assez importantes et pour lesquelles je n'ai pas forcément de déclinaison sur des activités un peu plus petites. Donc, voilà pourquoi l'idée, c'est quand même de parler de ce qu'on connaît et de pouvoir un peu vous expliquer comment ça fonctionne. Alors là, on a parlé un peu des référentiels. Ensuite, on va voir la question aussi des outils. Alors ça, c'est des outils que certaines structures connaissent déjà. Et je pense que Madame Lise également, mais qui servent en fait à la démarche en responsabilité sociétale. Donc, on va parler de quoi? De l'analyse du cycle de vie, qui sert à évaluer l'impact des produits, des services tout au long du cycle de vie, par exemple sur la question des enjeux environnementaux qu'on peut avoir. Donc, du bien soit l'atome, on va parler de l'extraction, ça dépend de quelle activité on a, mais on va parler de la fabrication, de la distribution, de l'utilisation et de la gestion du produit en fin de vie. Donc, on va essayer de déterminer effectivement l'impact à ces différentes étapes du cycle de vie du produit ou du service. Donc, sur la partie objectif, bilan carbone. Alors, on va me dire, oui, aujourd'hui, le bilan carbone n'est pas obligatoire pour un certain nombre d'entreprises, ce qui est vrai. Mais l'idée, ce n'est pas forcément d'aller sur ce qui est obligatoire ou pas. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des outils qui sont utiles à sa démarche et qui sont aussi cohérents et qui permettent de rendre sa démarche cohérente. C'est-à-dire que si vous avez un enjeu environnemental, lorsque vous allez déterminer vos enjeux et que vous allez prioriser cela, peut-être qu'effectivement, l'outil du bilan carbone sera utile à mettre en place. Il ne faut pas forcément attendre que ça soit obligatoire pour le faire. Si ce sont des outils qui existent aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir les utiliser dans le cadre du projet d'entreprise que l'on a, sans attendre forcément une réglementation qui va peut-être aujourd'hui vous paraître pas pertinente, ça dépend à quel stade vous en êtes sur le projet d'entreprise, mais qui sera certainement utile dans le cadre du développement de votre activité. Donc, l'idée, c'est quoi du bilan carbone? Ça reste quand même de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre par l'ensemble des activités de l'organisation. On va parler des questions sur la partie énergie, sur la partie mobilité, sur la partie achat, de façon directe comme indirectement. D'accord? Donc, on peut parler aussi du déplacement, domicile-travail de vos collaborateurs. On va parler aussi de la consommation, que ce soit de papier, que ce soit de fourniture, dans le cadre de l'activité. Donc, ce sont des questions qui concernent un petit peu toutes les entreprises. Ce ne sont pas que des entreprises qui, on va dire aujourd'hui, on pourrait considérer comme pollueuses, mais celles qui aujourd'hui ont forcément un impact sur ces questions-là et qui doivent quand même s'en saisir puisque ça fait partie des enjeux, en tout cas de l'enjeu de la démarche RSE. Et puis, peut-être un outil que vous connaissez peut-être un peu moins pour certains ou pas du tout, c'est ce qu'on appelle le business model, je veux dire durable, le SMBC, et qui permet aujourd'hui, alors qui peut être utilisé autant en phase de création, de développement d'une activité, en phase aussi de maturation, si on veut restructurer son activité, s'adosser une nouvelle activité, une ou deux, ou encore en phase de déclin, pour savoir comment aussi rebondir face à certaines, par exemple, crises sanitaires que nous avons connues, ou encore difficultés que vous connaissez dans le cadre de votre activité. Et en fait, avec cette approche, on passe d'un type d'approche qu'on nous a tout un petit peu expliqué jusqu'alors, hein, lorsqu'on crée une entreprise, un business model, avec la partie profit monétaire. Et d'aujourd'hui, c'est de passer à une approche avec un type de génération de valeur avec la mesure des trois profits économique, sociétal et environnemental. D'accord? À savoir quel sera l'impact positif de l'activité que je vais développer, que j'ai déjà aujourd'hui ou que je souhaite développer en termes aussi de gestion et de mutualisation des ressources. Quel est aussi peut-être l'impact négatif de cette activité? Il faut aussi se poser la question pour savoir comment la maîtriser ou aussi la réduire. Donc là, ce sont des outils peut-être que vous connaissez un petit peu pour certains. Et puis, on va passer aux outils qu'on connaît, nous, aujourd'hui, un petit peu plus, lorsqu'on va un petit peu plus loin dans la démarche. On a la partie diagnostic RSE pur, qui permet d'identifier les forces et les axes d'amélioration de la démarche et qui permet aussi de mesurer l'avancée de sa démarche et de mieux communiquer. Donc, sur certains sujets et les 7 questions liées à ce que je disais, à la démarche RSE, on va pouvoir avoir des notations
va nous permettre de nous fixer. L'idée, ce n'est pas de savoir si on a une bonne ou mauvaise note, pas du tout. C'est de savoir comment on peut améliorer sur tel et tel sujet aujourd'hui sur lequel on ne maîtrise pas l'enjeu. Et puis, alors, j'ai pris juste un exemple de la matrice de matérialité que j'ai cité tout à l'heure. Alors, j'ai préféré prendre cet exemple-là parce que c'est un exemple qu'on prend souvent dans les cadres de formation, la démarche RSE, et qui permet aujourd'hui de déterminer l'importance des enjeux pour une entreprise face aux enjeux pour les parties prenantes externes. Vous voyez, donc à l'époque, chez TF1, on avait l'éthique journalistique en haut à droite, qui était effectivement un enjeu déterminant, prioritaire pour eux. Alors aujourd'hui, je pense que la protection des données personnelles est quand même plus importante depuis la RGPD, mais ça vous permet effectivement de pouvoir jauger et de savoir qu'est-ce qui est important pour vous, pour votre structure, mais aussi pour les parties prenantes, pour qu'on ait un match quand même qui permet de ne pas avoir un impact négatif sur la structure ou d'un enjeu. Et puis, pour finir, là, c'est la partie outils évaluation qu'on utilise également sur la démarche et qui nous permet d'évaluer la maturité de votre démarche RSE, l'évaluation, par exemple, d'un actif client, qui fait partie aussi de la partie démarche et le volet économique de votre activité, l'empreinte environnementale ou encore l'évaluation de la valeur de bâtiment si vous avez une activité peut-être immobilière. Donc, les bonnes pratiques, on va regarder un peu rapidement. Alors, l'idée, c'est de savoir aussi, la bonne pratique réside surtout dans l'utilisation d'outils qui sont adéquats et qui permettent de définir les enjeux stratégiques les plus pertinents. Donc, il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise pratique, c'est est-ce que la pratique a tel objectif, comment, pourquoi. C'est surtout ça l'important. Donc, aujourd'hui, on a aussi la possibilité de présenter les bonnes pratiques et qui reprennent toujours les 7 questions centrales de l'ISO 26000 et de pouvoir aller un petit peu regarder qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce type j'ai envie de dire, de liste. Donc ça, c'est la liste que nous mettons aussi à disposition de nos clients qui recherchent certaines bonnes pratiques dans certains domaines d'activité. Donc, lorsqu'on a peut-être déterminé dans quel domaine on veut regarder, on va aller dans ce qu'on appelle des principes d'action. Donc là, on avait peut-être la question, on va dire, préserver l'environnement. On aura peut-être la question ensuite des principes d'action dès qu'on concevoir, par exemple, les produits, les activités. On aura aussi la question de minimiser les consommations de ressources ou encore de limiter au maximum la pollution et les nuisances que nous pourrions générer ou encore de déployer une démarche qui soit en phase avec la protection de l'environnement. Donc, en fonction de ça, on a aussi des bonnes pratiques qui permettent de savoir ce qui a été appliqué ailleurs. Donc, par exemple, avoir une bonne organisation, un management clair et responsable, ça peut être utile, ou encore permettre l'accès au télétravail aux collaborateurs lorsque c'est possible. Donc, on a certaines solutions qui ont été développées, pratiquées, à voir est-ce que ça vous inspire, à voir est-ce que ça peut être une solution que vous pourriez développer dans votre activité, développer dans votre structure et qui pourrait matcher ou pas. Et puis, quelques exemples qui vous permettraient d'auditer vos pratiques pour savoir est-ce que vous êtes dans les clous et en phase avec la thématique de la démarche RSE. Donc, par exemple, la question de la maîtrise des risques financiers et de la maîtrise des autres risques correspond, par exemple, à la thématique 1 de la démarche qui concerne la gouvernance responsable, donc la mise en place d'une gouvernance responsable et qui correspond à un principe d'action qui s'appelle « Garantir les conditions d'une gouvernance responsable ». Donc, ça vous permet aussi de un petit peu vous jauger, savoir là où vous êtes dans les clous ou pas. Ensuite, la partie peut-être vigilance sur le harcèlement, par exemple en entreprise, qui correspond à la thématique 3 de la démarche et qui fait appel en fait de développer des relations et conditions de travail responsables avec des principes d'action qui concernent, par exemple, la QVT, donc le fait de favoriser la qualité de vie au travail ou encore le fait de protéger la sécurité et la santé de vos collaborateurs. Voilà, donc ça, ce sont des questions qui vous permettent de travailler sur vos bonnes pratiques et de savoir où vous en êtes et sur quoi vous devez améliorer votre démarche. Et puis, en fait, la communication interne, c'était le dernier exemple que je prenais, qui correspondait aussi à la thématique 3, qui concerne le fait de développer, par exemple, des relations et des conditions de travail responsables. Donc, qui vous correspondent certainement à comment créer des conditions de dialogue social sous toutes ses formes, ou encore de développer les compétences de vos collaborateurs. Donc, ce sont des questions qui vont vous permettre d'avancer dans la démarche et surtout de pouvoir vous évaluer et savoir où vous en êtes.
Donc, normalement, on va passer à notre échange avec Sabine Larive, que je remercie qui nous a écoutés religieusement. Je vais laisser Sabine se présenter en quelques minutes et puis Oui, on va passer à ce moment d'échange sur la question quand même de l'enjeu RH, ressources humaines dans la démarche RSE. Donc, rebonjour Sabine. bonsoir Maud, bonsoir à tous. Rebonsoir, du moins. Et du coup, je vais te poser trois petites questions sur lesquelles D'accord. j'aimerais que tu puisses nous aiguiller, nous expliquer un petit peu comment c'est quand même un enjeu, la question des collaborateurs, des Mhm. ressources humaines dans une démarche qui est celle de la responsabilité sociétale. Alors, donc D'accord. Donc, aujourd'hui, ma première je- question, Sabine, serait pourquoi les salariés devraient-ils être intégrés dans une démarche RSE? comme tu l'as indiqué, hein, la démarche RSE s'inscrit dans une démarche plus globale, le développement durable. Et dans ce cadre-là, nous avons un pilier qui concerne le volet social. Donc, quand on parle de volet social et qu'on redescend au niveau des entreprises, on parle des acteurs principalement internes, donc les collaborateurs. Donc, les collaborateurs sont un maillon essentiel puisque si on peut communément admettre en fait que la gouvernance, alors que je parle de gouvernance de manière générale, hein, ça va dépendre aussi du type de structure, à la responsabilité en fait du projet d'entreprise et des objectifs stratégiques, euh, les objectifs ne peuvent absolument pas être atteints sans l'implication et la participation active des collaborateurs. Donc à ce moment-là, on peut considérer que l'engagement de chaque collaborateur devient un enjeu crucial pour les entreprises. Alors pourquoi est-ce qu'on fait le lien avec la RSE? C'est parce qu'en fait, euh, il est important à ce moment-là, enfin il s'agit plutôt d'instaurer un climat partenarial qui soit gagnant-gagnant. Et la RSE, en fait, quand elle est bien menée, est une forme d'abouti de levier de performance économique. Pour faire simple, c'est comment s'assurer en fait que les collaborateurs deviennent de véritables partenaires du projet d'entreprise. Alors, il est aussi démontré quand même que les salariés qui sont engagés dans une démarche RSE sont plus motivés et que les entreprises, de manière générale, enregistrent une baisse de certains indicateurs sociaux, tels que par exemple le turnover, ou encore une baisse de la productivité, l'absentéisme, les burn-out, etc. À l'inverse, on remarque aussi une amélioration de la qualité de vie au travail et une augmentation de la productivité, ainsi qu'une, de manière plus globale, une meilleure image de l'entreprise dans son environnement. Alors, donc c'est pour ça en fait que les entreprises auraient plutôt intérêt à associer les collaborateurs dans la démarche, car finalement, quand on regarde tout ça, les avantages sont bien pour les deux parties et on y trouve son compte finalement. Ok, d'accord. Merci Sabine. Alors, la deuxième question que je te pose, c'est aujourd'hui comment les faire prendre à la démarche? Parce que tu l'as dit, il faut les intégrer. J'ai envie de dire, le projet, il vit aussi parce que les collaborateurs sont là. Alors, on Mhm. peut avoir aussi des entreprises qui n'ont pas de collaborateurs. Là, on n'est pas sur ce type de questions, mais aujourd'hui, pour ceux qui en ont, comment les faire prendre part à la démarche? C'est-à-dire comment un petit peu leur faire comprendre que c'est une démarche essentielle quand même pour le projet d'entreprise? Ben, par rapport à ça, effectivement, hein, on est sur une question fondamentale et qui réinterroge véritablement le projet de l'entreprise. Parce que quand on parle de RSE et de manière plus globale, quand on parle de quel que soit le projet d'envergure avec un impact stratégique pour la structure, euh, ça commence par comment dire, une volonté claire de la gouvernance. En fait, c'est eux qui donnent le tempo. Ça, c'est la première chose. Il faut vraiment décider de le faire et donner le tempo. Alors, quand on est dans cette configuration-là et en travaillant sur ces aspects, l'entreprise est amenée à se questionner sur plusieurs plans. Quel est mon projet d'entreprise? Où je suis de ce projet? Comment puis-je le faire évoluer? Ou par exemple, comment mes collaborateurs, alors est-ce que mes collaborateurs connaissent mon projet? Est-ce qu'ils veulent y adhérer? Est-ce qu'ils ont des préconisations, des suggestions, un avis particulier sur ça? Et puis, quelles sont les pratiques aujourd'hui qui s'inscrivent déjà dans une démarche RSE? Donc, en fait, l'idée est vraiment, et je pense que tu l'as bien évoqué, c'est regarder comment les collaborateurs, enfin, quelle est la pratique de l'entreprise en matière de politique RH.
Alors, bien évidemment, une fois que ces questions-là sont posées et qu'on a campé un peu le décor, il faut communiquer très finement sur la démarche parce qu'en fait, les maîtres mots sont dans une démarche RSE, surtout sur le volet social, c'est lisibilité, transparence et communication interne. L'idée qui sous-tend ça est de dire que les collaborateurs ne vont s'engager durablement que s'ils savent où ils vont. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'entreprise doit être en capacité de donner du sens à la valeur travail et de valoriser les efforts et la participation des collaborateurs. C'est d'autant plus important pour les nouvelles générations qui arrivent un peu sur le marché et pour qui le moteur n'est... Alors, bien sûr, la question de salaire est importante, mais c'est plutôt le projet d'entreprise. Est-ce que ce projet est en phase avec mes valeurs et comment moi, je peux avoir une partie active dans le projet de l'entreprise? Et j'insiste pour dire que ces questions-là sont valables, et ce, quel que soit le type et la taille de la structure. On pourrait penser qu'une TPE, ses préoccupations sont un peu éloignées. Ben, maintenant, ma pratique me montre bien que ce sont des questions qui sont tout à fait à l'ordre du jour. Alors, une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, en fait, d'où on part, l'entreprise va devoir définir des axes prioritaires qui seront assortis d'outils typiquement RH, mais dans ce cas-là, qui sont mis en miroir et qui sont adossés à la démarche RSE. Donc, quand on parle d'outils typiquement RH, on parle de l'activité, tu l'as dit, du développement des compétences, de dialogue social, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'entretien professionnel, de marque employeur, enfin, toute la batterie d'outils et d'activités qui constituent vraiment l'apanage de la fonction RH, qui vont être mis en exergue et surtout, comment dire, déployés et augmentés au service d'une démarche RSE qui devient à ce moment-là véritablement un projet d'entreprise avec des axes stratégiques comme n'importe quel projet. D'accord, ok. Mais merci beaucoup, Sabine, pour ces éléments de réponse. Et du coup, tu as dit quelque chose qui était quand même pertinent. Tu as dit qu'on a un certain nombre de collaborateurs qui sont dans l'entreprise. Et finalement, on se rend compte qu'on a on va dire, des générations qui Oui. coexistent. On en a, je crois, 3, c'est ce que tu me disais. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir parler à j'ai envie de dire, ces 3 générations qui coexistent aujourd'hui. Donc, pour toi, en résumé, si tu devrais résumer, ce serait quoi pour toi le facteur clé qui permettrait effectivement aux collaborateurs de s'y mettre, quoi, concrètement? Déjà, une D'y volonté... participer, surtout. Pour récapituler un petit peu tout ça, déjà une volonté claire pour l'entreprise d'entrer dans la démarche. Un travail sur le projet d'entreprise, puisque c'est là le point de départ. Considérer le projet RSE comme un véritable projet et pas juste quelque chose qui fait un peu joli et qui est à la mode sur le papier. Il faut vraiment que l'intention soit claire et posée et qu'on accepte d'aller dans ces éléments-là. Et puis, considérer la RSE comme un projet commun, puisque quand on parle de parties prenantes, on l'a vu, les collaborateurs en font partie, donc forcément, ils sont acteurs de la démarche. D'autant que quand on revient sur des éléments liés à l'environnement, à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, quand on est sur des choses comme ça, ce sont des thématiques qui sont essentielles et qui peuvent conditionner, en fait, que de nouveaux talents, enfin de nouvelles recrues puissent intégrer l'entreprise, mais qui peuvent aussi, si elles ne sont pas prises en compte, faire que des potentiels quittent l'entreprise. Donc, ça implique aussi qu'on ait un véritable dialogue social, indépendamment du fait que la taille de la structure implique qu'il y ait des instances vraiment prévues pour ça. C'est comment je communique avec mes collaborateurs, comment je les informe de mon projet, comment je recueille leur avis, comment tout ça se met en place. Et puis, un aspect qui est très important aussi, c'est de réussir en fait à considérer toutes les obligations réglementaires qui s'imposent aux entreprises comme autant d'atouts, autant de leviers au service de la RSE, parce qu'on va pouvoir les valoriser comme autant comment dire, d'éléments qui vont pouvoir fidéliser des collaborateurs, mais aussi en attirer d'autres. Donc, en fait, ça revient à dire qu'à ce moment-là, la fonction RH, quand elle est adossée, de manière générale, mais encore plus
quand elle est adossée à la RSE, revêt vraiment un enjeu stratégique. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Sabine, pour ces éléments de réponse. J'espère qu'ils pourraient répondre à certains peut-être questionnements de ceux qui sont présents aujourd'hui. En tout cas, moi, je pense que ça a bien planté le fait qu'on doit effectivement intégrer les collaborateurs. On ne les prévient pas forcément après, mais vraiment Oui, c'est mieux. dès le début, qu'ils soient Alors, intégrés, qu'ils participent activement à la mise en œuvre de la démarche. Alors, juste parce que je ne me suis pas présentée, parce qu'on a commencé Oui, directement par, c'est vrai. Tu as oublié de par te les présenter, questions. Sabine, donc vas-y, je te laisse te Donc, représenter. je suis donc directrice du cabinet ING Concept, donc partenaire de Capvergence, et nous avons une activité qui est essentiellement à l'intention des entreprises, en tout cas des dirigeants, pour la conception et la mise en œuvre de leur stratégie RH. Et adossé à ça, nous avons aussi une activité d'audit social et d'audit Calliope. Donc, deux activités qui sont complémentaires et qui viennent du coup en renfort dans une démarche RSE. Ok, très bien. Eh ben, aujourd'hui, nous avons terminé. Madame Nice, je vais vous repasser la main s'il y a des questions. Et du coup, je remercie tous ceux qui ont participé à cette second atelier. J'espère que ça a répondu à certaines questions. Ou si vous posez encore des questions, nous sommes à disposition pour répondre volontiers. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci à tous les participants. Je pense qu'on peut résumer en disant que du coup, pour réussir sa démarche, donc il y a des étapes clés. La première, donc, faire son diagnostic, identifier ses enjeux, entre guillemets, prioritaires, mapper ses parties prenantes, mettre en place en fait un plan d'action, mais dans ce plan d'action, ne pas oublier d'intégrer ses collaborateurs dès l'amont et d'en faire un vrai projet collaboratif d'entreprise. J'ai presque envie de dire que ça devient un outil de team building. Donc, Ah du oui, coup, c'est ce que j'ai retenu. Vous confirmez, mesdames? Oui, oui, ça peut faire en partie. Oui, 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 ça peut être un outil, exact. D'accord, très bien. Et du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que vous pouvez témoigner sur des entreprises qui ont un peu entamé ça en Martinique et qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion déjà sur notre territoire qui est un peu particulier? Qu'est-ce qui fonctionne et voilà. Et qu'est-ce qui peut être vraiment intéressant à développer en Martinique Alors, en je crois qu'il y particulier a dans ce... Oui, il y a une question, Alors, je oui, vais la voilà, il y a poser une juste question. après. Oui. D'accord. OK. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des activités qui sont les nôtres et qui font que on est à... je pense que là, alors, je vais remettre dans le contexte de la crise quand même sanitaire que nous avons connue, qui ont fait qu'un certain nombre d'entreprises ont remis un peu en question leur projet d'entreprise, savoir s'ils étaient finalement en phase. Et cette remise en question a fait qu'ils ont pris conscience de certain nombre de questions, d'enjeux qui font qu'on est dans la phase, j'ai envie de dire, on est au début. C'est-à-dire qu'on est vraiment sûr avec qui on veut travailler, quelle est la proposition de valeur qu'on veut proposer à nos clients, à nos prospects. Et donc, du coup, on est vraiment dans cette phase de remise en question pour pouvoir, après, pouvoir déployer la démarche. Parce qu'on ne va pas se mentir, on avait quand même des questions de réglementation parfois, on n'était pas forcément dans les clous. On avait une question aussi de financement, on avait une question aussi de situation financière de ces entreprises qui ont été forcément impactées par la crise, alors qui étaient déjà parfois fragilisées pour certaines et d'autres qui ont vraiment été impactées par la crise et qui font qu'on est dans cette, j'ai envie de dire, cette restructuration et cette réorientation aujourd'hui de l'activité. Donc, c'est vrai qu'on est aux prémices et j'ai envie de dire, le début est toujours quand même intéressant. Après, on n'est pas encore arrivé à la phase, j'ai envie de dire, d'éclosion, mais le début fait que ces entreprises-là travaillent aujourd'hui en interne sur la restructuration de l'activité et savoir comment travailler, avec qui travailler et quelles propositions de valeur aujourd'hui ils veulent concrètement proposer. D'accord, très bien. Et du coup, on a deux questions. Est-ce qu'il y a des spécificités pour l'hôtellerie-restauration? Donc, est-ce qu'il y a un référentiel, j'imagine, ou est-ce qu'il y a peut-être alors un aujourd'hui, guide, voilà. Oui, alors on a, pour qu'on soit un petit peu quand même à jour, on a aujourd'hui les dispositions qui ont été prises par l'État sur le développement d'un tourisme durable.
Donc, on est en phase aujourd'hui avec ces activités, avec ce référentiel, mais adossé quand même à l'activité d'entreprise, PME, TPE. Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on aura toujours les questions qu'on a posées, les 7 questions centrales, avec une particularité sur peut-être la partie service, la partie formation des collaborateurs, d'accord, qu'on va pouvoir adosser aujourd'hui parce qu'on a une certaine évolution de l'activité, surtout par rapport à la crise sanitaire que nous avons connue, qui fait qu'on est obligé j'ai envie de dire, de s'adosser effectivement à cette nouveauté et de pouvoir proposer aujourd'hui aux entreprises spécialisées dans le secteur pas un projet, mais un référentiel qui permettra de prendre en compte, j'ai envie de dire, ces nouveaux paramètres que nous ne connaissions pas avant et qui permettra d'avoir une proposition de valeur aujourd'hui qui est en phase avec ce qu'on attend de ce type d'activité. D'accord, très bien. Voilà. Et du coup, la question de M. Fidélin, pour les activités du paysage, aménagement paysager. Alors, on est sur un référentiel TPE. Parce qu'en fait, TPE, ça englobe un certain nombre d'activités. Par exemple, l'activité banque, l'activité santé, on est sur des activités un peu plus réglementées qui font qu'on a certaines questions qui sont bien précises. Après, une activité d'activité de paysager, c'est ça, espace vert, rentre dans une activité de TPE avec des spécificités qui seront celles de M. Fidélin. Donc, comme j'aimais à dire, les actions qui sont mises en œuvre sont forcément en phase avec l'activité de l'entreprise. On peut en avoir, alors déjà dans le référentiel TP, on n'en a que 14 au lieu des 25 qui existent, mais ce ne sont pas les 14 qui vont concerner forcément M. Fidélin et son activité. Il en aura peut-être 5, il en aura peut-être 6. Pour l'hôtel Bambou, ça sera la même chose. L'idée, ce n'est pas de tout faire. L'idée, c'est ce qu'on a dit, c'est de déterminer les enjeux qui sont pertinents pour son activité. Il y a peut-être des enjeux où vous serez peu concernés. Donc, on ne va pas les traiter. En tout cas, on ne les traitera pas là, puisque vous êtes peu concernés. Ensuite, il y a des enjeux qui vont être considérés comme prioritaires, qui vont considérer être essentiels, voire critiques dans certains cas, notamment lorsqu'on n'est peut-être pas en phase avec les réglementations sur des sujets. Par exemple, je parle de la santé, sécurité au travail. Vous voyez, donc, voilà, on est vraiment en phase avec l'enjeu à partir de l'audit et du diagnostic qu'on fera de l'entreprise. D'accord. Excusez-nous, Madame Fidélin, oui, Madame. Et du coup, en fait, c'est une démarche d'amélioration continue, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on a des enjeux prioritaires, on commence et petit à petit, on va plus loin, on s'améliore. Exact. La démarche RSE, ce n'est pas du sprint. C'est pas du tout du sprint, c'est une démarche qui est vraiment sur mesure et qui vit avec l'entreprise. Plus l'entreprise va se développer, plus l'entreprise va muter, plus les enjeux vont être différents, plus ils vont évoluer. Donc, ce qui vaut il y a eu 2-3 ans va évoluer. Lorsque, par exemple, que des entreprises s'engagent sur la partie labellisation, on verra après, on a une partie label, on est sur 3 ans. Donc, c'est pour vous dire comment on a un accompagnement sur mesure dans l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui convient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, il faut faire attention. Donc, l'idée, ce n'est pas de courir, l'idée, c'est de pouvoir, comme vous dites, avoir les impacts positifs de cette amélioration continue dans l'activité quotidienne et de pouvoir la communiquer également. Et par rapport à ça, effectivement, on est obligé, sur le point de vue RH, de s'outiller pour s'assurer que les collaborateurs sont en mesure, sur le long terme, d'accompagner cette progression. Donc, notamment par la formation, mais aussi par les jeux de recrutement ou même l'accompagnement des collaborateurs à quitter la structure, si vraiment c'était besoin. C'est ce qu'on dit, c'est vraiment un projet d'entreprise, c'est-à-dire que tous les aspects sont imbriqués, que ce soit la partie RH, que ce soit la partie environnementale. Et l'idée, ce n'est pas de courir j'ai envie de dire, à pouvoir communiquer derrière, je suis l'entreprise engagée responsable, ce n'est pas ça, même s'il y a ce volet-là. L'idée, c'est vraiment de faire avant de pouvoir mettre un certain nombre d'actions en place qui vont porter leurs fruits, où on va avoir une amélioration, que ce soit sur l'impact économique, que ce soit l'impact social ou encore environnemental, sur une réduction de coûts, de charges d'exploitation pour ces activités-là, et qui vont lui permettre de continuer à travailler sur ce projet d'entreprise, toujours en intégrant ces aspects-là. D'accord, très bien. Alors, c'est ça l'avantage de la démarche, si je devrais résumer, c'est c'est une démarche à 360 degrés. Autant on peut avoir des démarches très spécifiques et qui sont utiles, autant la démarche RSE est tout aussi spécifique, mais avec un prisme un peu plus large et qui permet effectivement de travailler sur un certain nombre d'enjeux. Pas forcément tout en même temps, mais de façon à ce qu'un autre enjeu ne soit pas délaissé ou un autre enjeu n'ait pas un impact négatif sur un autre enjeu qui interviendra à court ou moyen terme. D'accord, très bien. C'est très clair.
Et bien, il nous reste à vous remercier de nouveau. Merci beaucoup, mesdames, pour votre expertise. Merci à tous les participants. Donc, comme j'ai indiqué, le replay sera sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à le consulter. Donc, on vous enverra un petit mail pour vous prévenir de sa mise en ligne. Oui. Nous vous invitons dès maintenant à l'épisode 3, puisqu'on aura un épisode 3 spécial RSE. Donc là aussi, on vous fera une invitation pour vous fixer la date. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler que on est en situation de rebond post-crise. Le rebond des entreprises après la crise passe notamment par les transitions écologiques et numériques. Donc, la CCI Martinique vous accompagne sur les 2 points. Nous avons des autodiagnostics en ligne et des accompagnements spécifiques. Donc, peut-être pour amorcer votre RSE en travaillant sur la transition écologique, peut-être pour aller plus loin dans votre utilisation du numérique, puisque ça a été le boom du numérique pendant le Covid. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter pour amorcer le rebond post-crise. J'espère bien que la crise sera bientôt derrière nous. Voilà. J'espère aussi. Merci encore, mesdames, et merci à tout le monde. Merci. Merci, à bientôt. Merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.